quelles sont les implications pour les autres pays de la région? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette guerre qui a peu duré, mais qui était quand même effarante et d'une rare violence, et aussi le fait qu'il y a eu un alignement de toutes les puissances occidentales sur le couple israélo-américain à ce moment-là, ça donne une idée claire non seulement du rapport de force, mais des alliances de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que ça implique pour les autres pays de la région? Qu'est-ce que ça implique de deux manières? C'est-à-dire, d'une part, comment est-ce que les Américains font pression sur les pays de la région depuis euh, la, la guerre Israël-Amérique-Iran, et comment est-ce que les régimes de ces différents pays tentent de retrouver la main ou de résister ou de s'adapter à la nouvelle situation. Alors, je pense que tous les régimes de la région, notamment ceux qui sont très opposés aux Iraniens, étaient à la fois soulagés par l'affaiblissement de l'Iran, mais en même temps, ils ont compris aussi que les marges de manœuvre par rapport à la politique américaine et son alignement sur la politique israélienne, que tenter de trouver des brèches pour négocier, pour pousser Trump, euh, pour l'éloigner de Netanyahou, ce sont des illusions. Ce qui a rendu leurs initiatives politiques, s'agissant de Gaza par exemple, moins, je ne vais même pas dire efficaces parce qu'elles n'ont jamais été efficaces, mais ils tentent moins. Avant la guerre avec l'Iran, il y avait beaucoup plus du côté égyptien, du côté qatari, parfois même du côté saoudien, des initiatives, des idées. On invitait des représentants israéliens et des représentants du Hamas régulièrement à Doha, au Caire. L'Arabie saoudite, bien qu'elle avait depuis longtemps rompu les relations avec le Hamas, tentait d'envoyer aussi des messages à travers des médiateurs et tout. Cela s'est arrêté. On a très peu entendu depuis de réunions. Il y a eu quelques tentatives récemment avec le plan Witkoff que Hamas a approuvé et que Netanyahou a finalement rejeté sans le dire. Et il a accéléré les opérations militaires et le blocus. Mais il n'y a plus d'initiative politique. On sent que finalement, comme s'il y avait une solution finale voulue par Trump, tolérée par Trump, et qu'on doit faire avec. Et en attendant, on tente de se resserrer certains rangs, de pouvoir euh, survivre à tout cela économiquement et politiquement, et de préparer l'après, bien que l'après, évidemment, n'est pas très clair. Par contre, les implications directes en Irak et au Liban, par exemple, on peut les évoquer. La Syrie, il n'y a pas eu une influence directe, parce que de toute façon, les Iraniens étaient chassés de la Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad, et le nouveau régime à Damas, il n'a pas caché sa joie par rapport aux frappes visant l'Iran, pour différentes raisons, non seulement par rapport à l'expérience iranienne en Syrie, mais même parfois pour des raisons idéologiques dans certains milieux qui évoquaient deux diables qui se tapaient dessus, donc tant mieux, si vous voulez. Mais au Liban et en Irak, on sent l'impact de la guerre. Dans le sens où, par exemple, au Liban, Hezbollah sait aujourd'hui que les Iraniens ne sont plus dans une posture de le soutenir, autre qu'il ne peut plus recevoir des armes, ça c'est sûr, parce que la frontière syrienne est fermée par rapport à tout transit d'armes vers le sol libanais. La mer est contrôlée par les différentes marines militaires qui défilent à l'est de la Méditerranée. Et donc, il a juste ce qui lui reste au niveau des armes, des munitions, et sa marge de manœuvre est très réduite aussi. Très réduite par la pression du gouvernement libanais, d'une grande partie de l'opinion publique libanaise qui est fragilisée par la crise économique, traumatisé par la série de guerres et ne veut plus de confrontation avec Israël. Et il est en même temps en train de se reconstruire après les assassinats qui ont touché son leadership politique et militaire. Il doit le faire tout en prenant compte de ses failles au niveau de la sécurité. Je ne pense pas qu'ils utilisent les téléphones, ils ne peuvent plus utiliser les mails,
Donc ils le font à l'ancienne, probablement des messagers par mobilette qui bougent entre les quartiers, et c'est très difficile. En plus, il y a les drones israéliens qui sont tout le temps dans le ciel libanais. Il y a des raids aériens 2 à 3 fois par semaine qui visent soit des membres du Hezbollah, soit des zones dans le sud Liban, mais même ils ont visé à 2 reprises la banlieue sud de Beyrouth et à l'est du Liban dans la Bekaa. Donc il y a beaucoup de pression et les Iraniens ne peuvent pas faire grand-chose à ce niveau-là. D'autant plus que ce qu'on disait durant la guerre en 2024, que Hezbollah n'a pas utilisé ses armes lourdes et ses missiles longue portée parce que les Iraniens considéraient que le moment de leur usage allait venir plus tard si jamais il y a un affrontement entre Israël et l'Iran. Ça ne peut plus se faire aujourd'hui, donc je ne pense pas qu'il y a une possibilité encore pour Hezbollah d'être utilisé par les Iraniens dans une guerre de défense, sauf s'il y a quelque chose d'apocalyptique, de suicidaire dans toute la région et par tout le monde. Mais pour le moment, Hezbollah doit négocier seul sa survie politique, même si moi je ne pense pas qu'elle est menacée, mais lui il considère qu'elle est extrêmement liée à ses armes et extrêmement liée à comment il va pouvoir s'imposer sur la scène libanaise avec un sponsor iranien affaibli et isolé. Et les Iraniens ne peuvent plus non plus compter sur Hezbollah car il a des considérations libano-libanaises qui vont l'enfermer dans une autre dynamique. Côté irakien, le paysage politique chiite, avant cette guerre, mais davantage après la guerre, a connu un divorce, cette fois annoncé, entre le courant sadriste de Muqtada Sadr, qui est dignitaire chiite issu d'une famille religieuse prestigieuse en Irak, et les pro-iraniens chiites, donc la mobilisation populaire, le Hashd al-Sha'bi, et l'alliance qui est au pouvoir. Sadr s'était retiré des institutions pour tenter de les délégitimer de l'intérieur, ça n'a pas marché. Après cette guerre-là, les pro-iraniens sentent que leur soutien iranien ne peut plus être aussi redoutable qu'avant, donc ils doivent aussi se repositionner avant les prochaines élections, comment négocier avec les Kurdes irakiens dans le nord, comment gérer la ville de Basra et le sud irakien qui est très riche en pétrole et où il y a la plaque tournante de l'économie irakienne, mais où il y a beaucoup de contestations à la fois contre les Iraniens, bien que la région est majoritairement chiite, et contre le pouvoir à Bagdad, comment gérer Sadr et son grand bloc politique et populaire. Donc en Irak, il va y avoir beaucoup d'enjeux entre les chiites et puis au niveau des négociations avec les autres composantes du pays. La Syrie est partie dans une autre dynamique qu'on pourra peut-être évoquer, mais je ne pense pas qu'il y a une influence iranienne là-dessus. Revenons d'abord Oui. aussi au Liban et à l'Irak. Du côté du Liban, oui, donc avec qui est-ce que le Hezbollah négocie? Je veux dire pour le moment, parce que les Américains exigent juste sa reddition, sa démilitarisation. Ils résistent et ils refusent pour le moment autant qu'ils peuvent. Le gouvernement libanais, d'un côté, peut pas se passer d'eux, mais n'a pas grande sympathie pour eux non plus. Donc, avec qui parle-t-il? Alors, il y a en même temps, je pense, deux tracks ou deux volets de négociation. Il y en a un qui se déroule au sein du gouvernement, parce que Hezbollah et son allié, le mouvement Amal, ont des ministres indirectement affiliés à eux, qui sont présents au niveau du Conseil. Et d'ailleurs, ils sont retirés la dernière fois quand le Conseil a approuvé la politique ou le plan de désarmement ou ce qu'ils ont appelé la monopolisation des armes par l'État et par ses institutions. Et le chef du Parlement libanais, Nabih Berri, est un allié du Hezbollah. C'est lui surtout qui négocie avec le Premier ministre et le Président de la République. Puis il y a des comités de négociation entre l'armée libanaise et Hezbollah, puisque l'armée mène avec la finule des casques bleus au sud du fleuve Litani, donc entre le fleuve Litani et la frontière avec Israël. Le désarmement du parti a eu lieu
et l'UNIFIL, la FINUL avec l'armée libanaise font régulièrement des missions où ils trouvent parfois un dépôt, où il y a un vrai désarmement, selon un plan qui le gouvernement avait approuvé, l'ancien gouvernement, là où Hezbollah avait une vraie présence, il était forcé de l'accepter, et c'est aussi la résolution 1701. Mais en échange, les Israéliens devaient se retirer des positions qu'ils ont occupées après la guerre et devaient aussi donner comme des garanties, entre guillemets, comme quoi ils vont cesser leurs attaques militaires au Liban. Sauf que le désarmement au sud de Litanie a eu lieu et les Israéliens se disent non satisfaits, ils veulent un désarmement total avant de se retirer, et sans même donner ni de calendrier, ni de plan de retrait, et même il y a eu des discussions, ou pardon, des déclarations récemment de Netanyahou qui parlent d'un certain retrait, non pas d'un retrait total. Puis les Américains qui avaient promis à un premier moment que quand le gouvernement libanais adopte le plan et présente un calendrier, il va y avoir du côté israélien un geste pour répondre à ce geste libanais. Et les Américains, lors de leur dernière visite, ont modifié la version. Ils ont dit il n'y aura aucun geste israélien tant que le désarmement n'est pas total et complet, et ce n'est qu'après que vous pouvez poser des questions sur le retrait israélien. Entre-temps, Trump a proposé une zone économique sur la frontière, ce qui veut dire que sur les décombres des villages qui ont été rasés côté frontière, ils veulent construire une zone ouverte économique, d'investissement, etc. Et ce qui veut dire aussi que le droit de retour de certains Libanais à leur village n'est plus sur la table des négociations. Et les Israéliens le disent, ils ne veulent plus un retour dans ces villages-là parce qu'ils sont à proximité directe des villes et des centres démographiques dans le nord Israël. Donc les choses se compliquent aussi. Et le gouvernement libanais pensait pouvoir convaincre les Américains de permettre un peu plus de délai, de soutenir l'armée libanaise avant d'exiger un désarmement total. Et je pense que le gouvernement aussi espérait convaincre Hezbollah de s'aligner sur une certaine ligne modérée pour dire que voilà, on va trouver une solution dans le dialogue en élaborant une stratégie de défense nationale face aux dangers israéliens. Mais Naïm Qassem, le nouveau secrétaire général du parti, a déclaré que le parti ne va pas désarmer, qu'il est prêt même à se défendre pour rejeter cela, ce qui rend la situation tendue et c'est un dilemme, il n'y a pas de solution. Ni l'armée peut affronter Hezbollah, ni elle le veut, ni Hezbollah veut une guerre civile, ni il ne peut la mener non plus. Et les Américains maintiennent la pression et conditionnent toute aide économique et toute prospérité, pour reprendre les termes de Trump, connecte cela ou conditionne cela à cette question des armes de Hezbollah. Entre-temps, le gouvernement est, je pense maintenant, un peu déboussolé. C'est-à-dire, il est très difficile de trouver une solution. J'ajouterai un autre paramètre maintenant qu'on commence à explorer de plus en plus, la crainte de Hezbollah d'un autre danger pour lui, qu'il soit réel ou instrumentalisé, c'est celui de l'Est, c'est-à-dire du côté syrien, avec, selon certaines informations, la présence de groupes anciennement djihadistes sur la frontière, que les étrangers qui sont restés en Syrie après la chute du régime, qui était de tendance djihadiste de certaines républiques de l'Asie centrale ou d'autres, sont aujourd'hui du côté de la frontière libanaise, avec les combats et les massacres qui ont eu lieu à Souaïda, sud de la Syrie, entre les Druzes et les Bédouins, et l'intervention des nouvelles forces du régime contre les Druzes. Certains disent que la frontière n'est plus sécurisée suffisamment. Donc du côté de la Bekaa, où la majorité de la population est chiite, avec aussi des chrétiens, des sunnites et des Druzes, il peut y avoir d'autres voix qui demandent des garanties.
que doit faire l'armée à ce niveau. Une visite a été annulée, syrienne, au Liban, pour discuter de certains sujets. Donc, Hezbollah considère qu'il est assiégé maintenant. Et dans ce moment-là de siège, je ne pense pas qu'il va être diplomatique dans le sens où il va être prêt à compromettre. Il va tenter de montrer qu'il n'est pas suffisamment faible pour accepter les conditions de ses adversaires. En même temps, il y a aussi un autre nouveau développement qui est le non-renouvellement de la FINUL. Oui, le non-renouvellement comme avant. Mais la France a réussi quand même à faire passer une résolution pour 17 mois, je pense, de prolongation de son mandat. Et les Américains ont glissé le terme pour une dernière fois. Ouais, c'était leur condition, sinon ils allaient opposer un veto. Donc, c'est la dernière fois que une résolution pareille ait lieu. 17 mois encore. Et les négociations ont également glissé une autre phrase, et qu'après la fin de ces 17 mois, le secrétaire général des Nations Unies va évaluer la situation et voir comment faire pour continuer à se rassurer que la résolution 1701 est respectée. Donc peut-être une autre forme de présence. Mais c'est aussi un message israélo-américain que plus de Nations Unies. Donc vous devez vous débrouiller directement avec nous, Israéliens, sans compter sur la communauté internationale qui, même si elle ne peut pas arrêter les guerres, mais est au moins témoin et peut négocier de temps en temps une sorte de compromis ou d'accord ou de cessez-le-feu.